Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une excellente année 2026, pleine de courage, de résistance et de joie. Et je suis très heureux aussi de voir un public aussi nombreux ce soir pour entendre parler de l'opération Q et de cette guerre de l'ombre contre le mondialisme. Alors, ce qui est très intéressant avec l'opération Q, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en 2020-2021. Et tout de suite, ce qui m'a frappé, c'était le discours contradictoire à ce sujet. C'est-à-dire que d'un côté, si on entendait les fact-checkers type Tristan Mendès France en France, on parlait de Q comme une théorie complotiste trumpiste d'extrême droite. Donc c'était absolument négatif. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, il y avait comment je pourrais dire, j'ai commencé à parler de ça à des gens et les gens m'ont dit « mais non, ne t'intéresse pas à ça, c'est quelque chose pour endormir la résistance, c'est pas un sujet sérieux ». Et donc quand vous avez deux sources différentes qui vous disent des choses absolument contradictoires sur un sujet, c'est certainement qu'il y a quelque chose d'important à creuser sur celui-ci. Et donc ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, c'est qu'en fait, l'opération Q est probablement la plus grande opération de réinformation de l'histoire. Et ce que je vais essayer aussi de vous montrer ce soir, c'est pourquoi une opération qui a commencé en octobre 2017, essentiellement à destination du public américain, eh bien, a une importance fondamentale pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde en 2026 et pourquoi elle nous concerne aussi bien en tant que Suisses et en tant que Français. Alors déjà, pour commencer, ce sera la première partie de cette conférence, on ne peut pas comprendre en fait ce qu'est l'opération Q si on ne comprend pas ce qu'elle vise, quel effet elle cherche à obtenir. Et l'effet qu'elle cherche à obtenir, c'est déjà d'ouvrir un nouveau front dans ce qui est une véritable guerre. Aujourd'hui, nous sommes au cœur d'une guerre, pas la guerre qui a été annoncée par Emmanuel Macron sur les plateaux de télévision à avril 2020, une véritable guerre qui vise le peuple, les peuples du monde, avec cette volonté, ça a été rappelé il y a quelques instants, de détruire nos libertés fondamentales. Et donc, l'opération Q vient ouvrir un front dans la guerre de l'information contre le mondialisme. Alors, je voudrais quand même rappeler en quelques mots quel est le projet mondialiste pour comprendre justement à quoi l'opération Q s'oppose. Le projet mondialiste, si je dois en résumer les principaux piliers, c'est un projet de gouvernance mondiale. C'est-à-dire de détruire les États-nations et de détruire les souverainetés, d'avoir ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. Ensuite, ce projet, c'est un projet de faire table rase des peuples, des cultures et des identités traditionnelles. Il y a cette idée qu'il faut détruire tout ce qui est, en fait, nos racines, nos cultures, notre identité, et de repartir. Vous savez, il y a une citation d'Emmanuel Macron qui illustre parfaitement ce projet. Il le dit d'ailleurs lui-même, c'est difficile de reconstruire quelque chose tant que tout n'a pas été détruit. C'est ça le projet mondialiste. Et donc ensuite, vous avez d'autres choses qui viennent se greffer là-dessus. Vous avez un projet de destruction de la propriété privée. C'est la fameuse phrase que vous connaissez certainement de Klaus Schwab et du Forum économique de Davos. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. À cela vient s'ajouter un projet de dépopulation, de limiter le nombre de personnes présentes sur Terre, qui vient se greffer à un projet transhumaniste, c'est-à-dire une humanité augmentée, une humanité qui va être pucée et qui va être en fait une humanité hybride, fusion de l'homme et de la machine. Et ça va tout à fait avec le projet de dépopulation, puisque vous avez notamment quelqu'un qui est très connu en France, qui s'appelle Monsieur Laurent Alexandre, qui disait dans une conférence, les gens qui refusent ce projet transhumaniste, qui vont refuser d'être augmentés, ils vont devenir inutiles. Qu'est-ce qu'on fera de tous les inutiles? Donc vous voyez là comment le projet de dépopulation s'articule avec le projet transhumaniste. Et puis enfin, pour terminer ce survol très rapide de ce projet mondialiste, c'est un projet qui vise à normaliser toutes les perversions et les déviances, notamment la pédocriminalité, notamment la pédophilie, avec une attaque contre les enfants et contre l'innocence des enfants. Voilà, donc là, en quelques minutes, je viens vous brosser, en gros, l'idéologie qui est derrière le projet mondialiste. J'aurais pu rajouter d'autres choses, destruction, par exemple, de l'activité indépendante, destruction du cash, surveillance généralisée, mais ce n'est pas une conférence sur le mondialisme, donc je m'arrête là.
Et alors, quand je dis ça, il y a peut-être dans cette assemblée des sceptiques qui diront peut-être, mais attendez, Monsieur Berton, tout ça, il n'y a pas de projet, c'est juste des intérêts convergents. Il n'y a pas un groupe de gens qui a décidé de mettre ce projet en place. Et donc, j'ai trouvé une citation qui, justement, prouve le contraire. C'est une citation, donc j'ai trouvé la source exacte, elle est dans le volume 4 de mes essais, de James Warburg, membre de la puissante dynastie financière des Warburg, qui disait ceci en 1950 au Congrès américain. Donc on a toutes les comptes rendus des débats, donc il a prononcé cette phrase en se sachant écouter et noter. Il a dit en 1950, « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir si nous l'aurons par le consentement ou par la conquête. » Et donc j'aime beaucoup cette citation parce que vous avez en une phrase les deux mamelles, enfin vous avez toute l'idéologie mondialiste, la gouvernance mondiale, et vous avez les deux mamelles, les deux piliers sur lesquels l'oligarchie mondialiste va s'appuyer pour faire advenir ce projet. Le consentement, qu'est-ce que c'est? C'est vous faire accepter, vous faire adhérer au projet mondialiste, je dirais sans que vous en ayez vous-même conscience. Et ça on va utiliser une technologie et une science qui s'appelle la science de l'ingénierie sociale. Cette science de l'ingénierie sociale, on l'a vu à plein avec le Covid, où les gens ont accepté des restrictions des libertés fondamentales et même ont couru pour se faire injecter une thérapie génique expérimentale dont les effets secondaires n'étaient pas connus, en pensant se sauver eux-mêmes et éventuellement sauver leurs proches. Il y a quelques instants, il a été évoqué la question de la dermatose nodulaire. C'est la même chose. On est en train de convaincre l'opinion publique qu'il y a une maladie extrêmement dangereuse et donc pour ça, il faut vacciner les cheptels et si c'est pas suffisant, il faut les abattre de manière massive. Donc ça, c'est l'ingénierie sociale. C'est le volet consentement. Je ne vais pas détailler parce que là encore, ce n'est pas une conférence sur l'ingénierie sociale. Vous aurez quelqu'un notamment en France qui est Lucien Cerise qui en parle d'ailleurs bien mieux que moi. Il y a aussi tout ce qui passe par la pop culture, par les médias, par le divertissement. En fait, le but, c'est de pirater votre cerveau et de vous faire adhérer aux objectifs du mondialisme à votre insu. Donc c'est vraiment ça, Lucien Cerise définit l'ingénierie sociale comme la science de modification furtive des comportements. Il y a quelqu'un qui s'appelle Martin Pelletier qui a trouvé un terme que je trouve très intéressant. Il parle de totalitarisme participatif. C'est-à-dire que vous allez... Et le Covid, c'était exactement ça. On a vu un totalitarisme participatif avec même des gens qui se font auxiliaires de la police et de l'État pour traquer ceux qui portaient pas le masque, ceux qui se faisaient pas vacciner, etc. Donc ça, c'est la partie consentement. On va vous faire adhérer au projet et vous allez même le défendre sans en avoir conscience. Et si ça ne suffit pas, eh bien, on va avoir ça c'est la carotte, vous allez avoir le bâton. Le bâton, ça va être la conquête. C'est comment on va faire rentrer dans le rang les récalcitrants. Alors ça peut être les individus, on voit par exemple dans les questions avec les agriculteurs, là on envoie les cars de CRS pour mettre au pas les paysans et abattre les troupeaux, mais ça peut aller jusqu'à la guerre, avec notamment cette fâcheuse manie qu'a l'armée américaine et l'OTAN d'aller bombarder les pays qui menacent le dollar ou qui menacent l'hégémonie américaine, et ça peut aller jusqu'à l'assassinat. On pense au président Kennedy, on pense, peut-être souvenez-vous, en 2024, le Premier ministre slovaque, M. Robert Fico, qui a échappé à une tentative d'assassinat parce que justement il s'opposait à certaines choses sur l'Ukraine ou même tout ce qui touche, je crois, au vaccin ARN. Donc ça peut aller très très loin. Donc vous avez voilà, le consentement et la conquête, la carotte et le bâton. Et donc, je ne vais pas développer plus loin parce que ce n'est pas une conférence sur le mondialisme, mais vous avez en face de nous un projet totalitaire, un projet de destruction de l'humain, un projet de destruction de nos sociétés, projet de destruction des familles, en fait, projet de destruction de toutes les structures qui existent depuis l'aube de l'humanité. Et ce projet est porté par une oligarchie transnationale qui est à la fois une mafia et une secte. Et donc, je campe ce décor pour bien comprendre dans quel contexte intervient l'opération Q et justement ce qu'elle va viser, ce qu'elle va attaquer. Ce qui m'amène à rentrer directement dans le vif du sujet, c'est la riposte à ce projet mondialiste. Alors vous savez, je vous ai parlé il y a quelques instants d'une guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre. Et vous savez que la première chose qu'il faut faire à la guerre, c'est casser le moral de l'adversaire. Il faut convaincre l'adversaire que sa défaite est inévitable et que votre triomphe est également inévitable, que vous êtes un rouleau compresseur qui va tout écraser sur son passage. Et vous connaissez la célèbre phrase « toute résistance est inutile ». Eh bien, le mondialisme essaye de faire ça.
le mondialisme, par l'ingénierie sociale et par des opérations plus contraignantes comme les guerres et tous les spectacles pyrotechniques qui vont avec, eh bien, essaye de nous convaincre chaque jour qu'il est inutile de s'opposer à ce projet, que le mondialisme va triompher, que c'est la marche de l'histoire et que c'est absolument futile de résister au projet mondialiste. Et alors, c'est faux. C'est de la propagande. Le succès du projet mondialiste n'est en aucun cas garanti. Et quand vous vous intéressez à ce projet, vous vous rendez compte que dans l'histoire, et même l'histoire récente, il a subi des revers, il a subi des attaques, il a subi des déroutes, même des défaites. Et donc, il est toujours important de résister. Et je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mon propos. Vous savez que le pouvoir du mondialisme repose en partie, son pouvoir financier, sur sa maîtrise de la monnaie et notamment des banques centrales. Je dirais le joyau de la couronne du pouvoir financier mondialiste, c'est la Fed. La réserve fédérale américaine, et d'ailleurs, comme disent les patriotes américains, pour plaisanter, qui n'est ni une réserve qui est ni fédérale et qui n'est ni américaine. C'est absolument vrai. Et donc, le mondialisme cherche quasiment depuis la création des États-Unis à créer cette réserve fédérale qui mettait les États-Unis sous la domination d'entités privées, puisque je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que la réserve fédérale n'est en effet pas américaine, puisqu'elle n'est pas détenue par le gouvernement américain ni même par le peuple américain, mais par des entités privées. Par des privés, avec des actionnaires qui détiennent le dollar. Le dollar est une monnaie privée qui prête de l'argent au gouvernement des États-Unis contre intérêt. Donc ça, c'est important. Et donc, les mondialistes ont essayé pendant tout le 19e siècle de créer cette fameuse Fed. Et en fait, ils ont échoué à plusieurs reprises. Il y a eu, je crois que la 3e tentative était la bonne. Ils ont échoué donc 1 fois et 2 fois. La 2e tentative a échoué, c'était dans les années 1830. Elle a été cette tentative a été mise en échec par un président américain qui s'appelait Andrew Jackson, qui était président américain et qui était, alors c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il était lui-même franc-maçon, mais franc-maçon patriote. Il voulait pas que les États-Unis tombent sous la coupe de cette oligarchie transnationale. Et donc, il a même mis sous sa pierre tombale « I killed the bank ». J'ai tué la banque. Et ce qui est intéressant, pourquoi je vous parle de ça, vous allez voir le lien avec la suite, parce que Donald Trump a mis, lors de son premier mandat, le portrait d'Andrew Jackson dans le bureau ovale. Ce qui est un signe assez fort, parce que souvent, c'est une espèce de symbole qui donne un peu une couleur, une tonalité politique. C'est-à-dire, vous voyez, Obama avait mis Martin Luther King, des gens comme ça. Donc, vous avez un moyen de faire passer des messages en quel portrait de président passé vous mettez dans votre bureau. Plus proche de nous, je vais vous donner un autre exemple de cette résistance américaine au mondialisme, c'est le président Kennedy. Président Kennedy qui s'est battu contre la CIA. Alors la CIA, c'est un véritable État dans l'État. C'est une création du mondialisme qui était dans les années 50 complètement créée par les frères Dulles, notamment Allen Dulles. Et donc Kennedy était en guerre contre eux. Je crois qu'il a fait démissionner Allen Dulles de son poste et il a déclaré dans un discours célèbre, enfin une déclaration célèbre, « Je vais fracasser la CIA en 1 millier de morceaux ». Et il a notamment refusé quelque chose que j'ai découvert en faisant mes recherches sur le sujet, une opération qui s'appelait l'opération Northwoods. Vous savez qu'à l'époque, on est en pleine crise avec Cuba, il va y avoir la crise des missiles en 63. Les Américains qui voulaient trouver un prétexte pour envahir Cuba, la CIA avait proposé à Kennedy une opération où des agents de la CIA, se faisant passer pour des terroristes cubains, auraient détourné des avions et les aurait fait s'écraser sur le territoire américain et seraient aussi rentrés dans des supermarchés, auraient tiré sur la foule, toujours en faisant croire que c'était des Cubains qui avaient fait le coup. Donc c'est ce qu'on appelle une opération sous faux drapeau. Et en fait, donc, si ça avait eu lieu, il y aurait eu des centaines, voire des milliers de morts américains, et ça aurait justifié dans l'opinion publique une intervention militaire à Cuba. Et donc Kennedy s'est opposé à cette opération, et c'est entre autres, parce que c'est pas la seule, une des raisons de son assassinat. Donc vous voyez, on a eu quand même quelque chose, et donc ce que je viens de vous décrire au passage avec l'opération Northwoods, ça a dû quand même vous rappeler une opération qu'on a eue beaucoup plus proche de nous, notamment en ce début de 21e siècle. Et donc là encore, alors un exemple cocorico français, la résistance de De Gaulle au mondialisme. Puisque déjà De Gaulle évite l'occupation de la France au moment du débarquement de Normandie par les armées américaines et la création de ce qui s'appelle l'AMGOT, c'est-à-dire l'occupation des territoires occupés par l'armée américaine, avec notamment un dollar qui se serait imposé face au franc. Et De Gaulle est obligé de faire alliance avec l'URSS pour mettre en échec le mondialisme américain incarné par Roosevelt.
Et donc il va continuer, De Gaulle va continuer, et il permet à la France au passage d'être à la table des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Moi, il y a une anecdote que j'aime beaucoup en camp de français, c'est quand les dignitaires français arrivent à Berlin pour signer la capitulation de l'Allemagne, je crois que c'est le maréchal ou le général allemand qui est dans la salle, s'étonne de voir les Français, s'exclame « Comment même les Français sont là ?» Et pour la petite histoire, ils avaient, comme les Français, c'était tellement improbable que les Français soient à la table des vainqueurs, il n'y avait même pas le drapeau français qui était présent. Et donc, je crois que c'est le général Delatte de Tassigny a trouvé en catastrophe une couturière qui a pris des draps pour faire un drapeau bleu, blanc, rouge pour qu'il soit sur les photos. C'était absolument pas prévu. Donc vraiment, là, on a vraiment l'action du politique au cœur de l'histoire. Et De Gaulle a continué, une fois qu'il est revenu au pouvoir, en 62, sa politique antimondialiste, puisqu'il fait sortir la France de l'OTAN et chasse les bases, enfin fait fermer les bases américaines qui sont sur le territoire français. Il critique le dollar. Il parle dans une conférence de presse célèbre du privilège exorbitant du dollar. Et il met fin à la coopération nucléaire avec Israël qui avait été commencée sous la 4e République. Donc ça, ce sont des sujets, c'est des choses qu'il vaut mieux pas faire quand on est chef d'État si on veut dormir tranquille. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en mai 68, eh bien, la CIA et le Mossad organisent une révolution de couleur qu'on connaît sous le nom de mai 68. Donc qui conduit entre autres à fragiliser De Gaulle et qui accélère un petit peu son départ du pouvoir. Donc je prends ces quelques exemples historiques aussi bien américains que français pour vous montrer que dans l'ombre et derrière les événements historiques, il y a déjà cette résistance au mondialisme et il y a cette guerre de l'ombre contre le mondialisme. Il y a des gens dans les services secrets, dans l'armée, dans la haute fonction publique, même chez les chefs d'entreprise, qui résistent au mondialisme et qui connaissent d'ailleurs les plans du mondialisme. Parce qu'aujourd'hui, on a cette diffusion des plans du mondialisme qui est quand même assez large, mais pendant des décennies, en fait, c'était connu que de quelques initiés, souvent en lien avec l'armée, avec les services secrets. Et donc, pour illustrer un petit peu cette idée de guerre de l'ombre, j'ai trouvé une citation formidable de quelqu'un qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui est un des grands stratèges, notamment du mondialisme, un grand stratège géopolitique, alors qui a écrit ça dans un livre qui n'a jamais été traduit en français, qui s'appelle Entre deux âges. Et Brzezinski disait ceci, il disait « La technologie permettra aux dirigeants des principales nations du monde de mener une guerre secrète dont seul un tout petit nombre des membres de forces de sécurité sera averti. » Donc on a vraiment cette idée de guerre de l'ombre qui est tellement en coulisses qu'en fait le grand public et même une partie des décideurs politiques n'a pas conscience de l'existence de cette guerre. Alors avant de passer directement à l'opération Q, je vous livre quand même une réflexion qui vient de mon travail sur cette opération, c'est l'importance dans la marche du monde des services de renseignement. En fait, on dit souvent que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Moi, je suis de plus en plus convaincu que le nerf de la guerre, c'est l'information, c'est le renseignement. Et en fait, vous vous rendez compte que en fait, le pouvoir, c'est l'information. Les gens qui ont le pouvoir, ils ont accès au renseignement et ce sont véritablement les services de renseignement qui dirigent le monde. Et c'est pas juste aujourd'hui avec les moyens modernes. Je me suis intéressé pendant les vacances de Noël, je lisais des choses sur l'Angleterre d'Élisabeth Ier. D'ailleurs, à bien des égards, c'est une période où le mondialisme, les grandes dynasties mondialistes commencent à se consolider en Angleterre. Et ça va donner l'Empire britannique par la suite, la Compagnie des Indes, etc. Vous avez un personnage central dans le règne d'Élisabeth Ier, c'est Francis Walsingham, qui est le maître espion d'Élisabeth Ier. Et quand vous lisez ce que fait Francis Walsingham, notamment pour affaiblir la monarchie française, qui est un de ses rivaux, vous avez exactement les mêmes méthodes qui sont appliquées encore aujourd'hui. Alors, il n'y a pas les médias, il n'y a pas la technologie, mais il y a le cadre, je dirais, théorique est déjà posé. On parle aussi souvent des Rothschild. La force des Rothschild, c'est leur service de renseignement. Les frères Rothschild sont partis, vous savez, vous connaissez l'histoire du patriarche qui fait partir un frère à Londres, un frère à Paris, un frère à Vienne, un frère à Naples et un autre je sais plus où. En Hollande, oui, c'est ça, exactement. En fait, ça leur a donné un énorme service de renseignement. Ils se sont appuyés aussi sur les communautés juives pour avoir des infos sur tout ce qui se passait dans l'Europe entière et être informés avant tout le monde. Donc ça, c'est la puissance du réseau de renseignement des Rothschild. Et ensuite, ça a muté, c'est-à-dire que vous allez avoir la CIA, qui est en fait un instrument du mondialisme, donc c'est un service de renseignement, et vous allez avoir en Angleterre le MI6, qui est aussi un service de renseignement extrêmement puissant. Et ces services de renseignement vont recruter les gens les plus brillants.
ils vont recruter dans les grandes écoles, ils vont recruter dans les universités d'élite, et ils vont mettre ces gens au service du mondialisme, et parfois sans que ces gens-là en aient conscience. Donc ça, c'est un point très important. En France, par exemple, j'ai découvert le rôle de quelqu'un qui s'appelait Jacques Bergier, qui a travaillé avec les services secrets gaullistes, qui a joué un rôle très important dans la fondation des services secrets français de l'après-guerre, et qui disait ça, qui dit, vous pouvez trouver une interview de Jacques Bergier sur Internet, qu'il a fait quelques années avant sa mort, donc c'est vraiment à la fin de sa vie, et il dit, en fait, les gens que vous connaissez, les De Gaulle, les Napoléon et même les Louis XIV, c'est pas eux qui ont le pouvoir, c'est les gens derrière, c'est les gens dans les coulisses. Et ces gens-là, en fait, vous ne saurez jamais comment ils s'appellent. Vous ne connaîtrez pas leur nom. Et donc, le journaliste fait un peu l'idiot. Il dit, ah bon, mais moi, je connais Louis XIV, Napoléon. Il dit, vous dites, c'est pas eux qui ont le pouvoir. Il dit, non, non, c'est pas eux qui ont le pouvoir. Eux, ils ont l'apparence du pouvoir, mais les gens qui ont les instruments du pouvoir réel, ce sont les gens qui sont dans les coulisses. Donc ça, c'est très important. Et en fait, ça nous amène au cœur du sujet. Et il précise aussi, oui, ça fait la transition avec ce que je vais vous dire, c'est que ces gens-là, comme ils sont des hommes de l'ombre, eh bien, ils ne peuvent pas exercer le pouvoir. Donc, ils vont avoir besoin de gens qui, eux, vont être dans la lumière. De gens qui vont être, entre guillemets, la face visible du pouvoir et qui vont être à la fois les gens auxquels les gens vont s'identifier et qui vont être les traducteurs de la politique qui vont leur souffler à l'oreille. Donc ça, c'est très important. C'est parce que les gens, parfois, sont un petit peu, je dirais, abattus en se disant, mais en fait, ça sert à rien puisqu'on a des gens en coulisses. Oui, mais il y a toujours quand même une interface. C'est que vous avez quand même des personnalités publiques qui vont incarner le pouvoir. Donc il y a quand même ce besoin de la personne de l'incarnation. Et ce qui m'amène au cœur du sujet, c'est l'élection de Donald Trump en 2016. Parce qu'en fait, Donald Trump, c'est ça. Donald Trump, quand vous écoutez les médias de masse, ils vous disent « Ah oui, Donald Trump, il s'est levé un matin, il a décidé, il était milliardaire, il a un ego surdimensionné, il a décidé d'être président des États-Unis, voilà, parce que c'est son but final. » Alors c'est peut-être vrai, mais derrière Donald Trump, il y a des gens qui ont porté Donald Trump au pouvoir. Et d'ailleurs, la source Q le dit dans un message, je vais y venir dans quelques instants, il y a des gens qui sont allés chercher Donald Trump. Il y a des gens qui ont dit à Donald Trump « Présente-toi à la présidentielle, on est derrière toi. Tu vas avoir le soutien d'une partie de l'armée, des services de renseignement. » Il faut savoir d'ailleurs que la famille Trump, est depuis très longtemps, collabore avec le FBI. Donc ils ont un accès aux services de renseignement. Il y a une vidéo que vous pouvez trouver sur Internet, c'est un ancien mafieux de New York. Alors son nom m'échappe, je l'avais pas noté. C'est un mafieux très connu qui dit, en fait, en gros, on a essayé de faire chanter Donald Trump, mais n'essayez pas, c'est pas une bonne idée, parce qu'en fait, Donald Trump, il embauche dans sa sécurité privée des gars du FBI. Donc des gars qui ont des contacts, qui connaissent déjà le métier, donc ils savent faire du renseignement, et ils ont encore tous leurs copains qui bossent pour le FBI. Donc si vous embêtez Donald Trump, que vous essayez de le faire chanter, bah, il sort tout le dossier sur vous, et quand vous arrivez en réunion, il sait ce que vous avez fait le mercredi 14 à 18h. Donc vous comprenez tout de suite qu'il ne faut pas jouer avec lui. Donc vous voyez, Donald Trump s'est donné les moyens d'avoir justement ses contacts dans le milieu du renseignement. Alors ça, c'est pour Donald Trump, mais il faut savoir que les services de renseignement mondiaux et même américains utilisent beaucoup Internet et les réseaux sociaux. Parce que c'est très bien, ça permet de diffuser l'information et ça permet aussi de le faire de manière beaucoup plus confidentielle. Parce que quand vous faites passer un message, bah vous voyez bien, vous pouvez identifier le destinataire. Quand vous rencontrez une personne, vous savez à quoi elle ressemble physiquement. L'intérêt d'Internet, c'est qu'on peut faire passer certains messages et les diffuser déjà dans une masse énorme d'informations et les diffuser de manière anonyme et relativement confidentielle. Et ça, c'est tout l'intérêt notamment d'un forum qui s'appelle 4chan. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ce forum. C'est un forum qui est très connu dans la communauté, notamment dans la communauté des geeks. Moi, c'est comme ça que j'en ai entendu parler, puisque dans une autre vie, je travaillais notamment dans le jeu vidéo. J'ai découvert ça. Alors, 4chan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le Far West sur Internet. C'est-à-dire que c'est un forum où ça parle de tout et de rien. Ça peut parler de jeux vidéo, ça peut parler de manga, ça peut parler de porno, ça peut parler et de politique. Et il y a un sous-forum qui s'appelle POL, P-O-L, qui est un forum politique. Et donc c'est en fait un vrai Far West où le pire côtoie le meilleur. C'est vraiment, vous allez avoir voilà, des discussions extrêmement provocantes, voire racistes, vulgaires, tout ce que vous voulez. Et de temps en temps, vous allez avoir des sources qui vont aller poster une information intéressante. Et donc, je vous donne la meilleure définition que j'ai trouvée de 4chan, qui est donnée par Paul Ferber, qui a écrit le livre sur l'opération Q. Il dit « Libre de toute censure et de toute contrainte sociale liée au respect du politiquement correct, les utilisateurs de ce forum forgèrent leur propre sous-culture, aussi impitoyable que complexe.
est caractérisé par la vérité, l'empirisme et une énergie presque illimitée consacrée à un travail d'investigation sophistiqué. Et donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est qu'en fait, quand 4chan s'intéresse à un sujet, vous allez avoir des milliers, ou en tout cas des centaines de gens dans le monde qui vont 24 heures sur 24 creuser le sujet, aller lire les articles de presse, faire des recherches, même regarder sur Google Maps, etc. Et quand vous voyez 4chan à l'œuvre, franchement, c'est impressionnant. Quand vous voyez en temps réel comment ils fact-checkent les choses et comment ils vont creuser, c'est absolument passionnant. Et donc, c'est sur ce forum qu'une source anonyme commence à poster le 28 octobre 2017, avec un message, parmi d'autres, parmi ces milliers de messages, qui disait ceci. Le président a toutes les cartes en main. Tout le monde n'est pas corrompu, moins que vous le pensez. Suivez Ouma, opération Mockingbird. La priorité est se débarrasser des personnes corrompues afin d'unir le peuple derrière le programme America First. Beaucoup de membres de notre gouvernement vénèrent Satan. À ce stade, il ne s'agit pas d'une question de républicains contre démocrates. Où est Hillary Rodham Clinton? Pourquoi la garde nationale a-t-elle été mobilisée dans 12 villes? Faites confiance à votre président, que Dieu vous bénisse, patriotes. Et donc là, ce que je viens de vous lire, c'est un des premiers messages de la source Q, donc qui poste le 28 octobre 2017. Et donc vous voyez, je crois que c'est son 4e message. Vous avez un message qui est très riche et qui est déjà un peu cryptique d'une certaine manière, parce qu'il y a des références peut-être que vous ne connaissez pas. Par exemple, il dit « Suivez Ouma ». Ouma, qui est Ouma, H-U-M-A, c'est Huma Abedin, c'est le bras droit d'Hillary Clinton. Il parle de l'opération Mockingbird. Alors là, tout de suite, vous voyez, les gens un peu informés se disent « Tiens, l'opération Mockingbird, c'est une opération de la CIA qui, à partir des années 50, met sous tutelle les 400 principaux journalistes américains. C'est-à-dire que la CIA contrôle complètement la diffusion de l'information aux États-Unis. » Alors, on connaît cette opération puisqu'elle a été révélée en 1975 par une commission d'enquête qui s'appelait la commission Church. Alors bien sûr, croix de fer, la CIA jure que depuis 1975, elle ne contrôle plus le journalisme. Donc on vous demande de bien vouloir la croire. Vous voyez, on retrouve déjà l'idée l'Amérique d'abord, America First. On retrouve une information qui est quand même assez surprenante. Beaucoup de gens de notre gouvernement vénèrent Satan. Alors ça, j'y reviendrai dans la dernière partie de cette conférence, sur la partie plus surnaturelle. Et donc, en fait, c'est là où l'opération Q commence à se mettre en place. Alors bien sûr, les gens sur 4chan commencent à dire « mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est qui ce type qui nous raconte ça ?» Donc tout de suite, les gens sont quand même... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui dépeignent les gens qui suivent Q comme un peu des doux illuminés, des complotistes, crédules. Je peux vous dire que quand vous regardez les échanges, parce qu'on a encore, les pages web existent toujours, hein, donc vous pouvez voir les gens, au départ, les gens étaient là, mais quittez Q, t'es encore un comique, qu'est-ce que tu nous racontes, c'est quoi ces salades? Donc il y avait vraiment un scepticisme, parce que sur 4chan, n'importe qui peut poster n'importe quoi. Et comme l'explique Paul Ferber dans le livre, c'est d'ailleurs ce que des gens font. Les gens inventent des histoires, ça s'appelle l'ARPing, c'est-à-dire le jeu de rôle en temps réel, c'est de raconter des histoires invraisemblables et d'essayer de le faire croire aux gens. Donc les gens étaient critiques au départ de Q. Et en fait, Q a commencé par apporter des preuves de sa crédibilité. A dit par exemple, alors il y a tout un ensemble, il y a tout un truc qui s'appelle les Q-proofs, c'est-à-dire les preuves de Q. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais ce que arrive à prouver Q assez rapidement, c'est qu'il y a une proximité réelle avec Trump et avec l'administration Trump. Par exemple, Q dit, voilà, Donald Trump va s'exprimer sur tel sujet, et Trump le fait. Q dit, par exemple, il y a un événement assez connu, où Q dit on va faire sauter le compte Twitter du président. Et en effet, le compte Twitter du président saute quelques heures après. Il y a une suspension qui dure, je crois, un quart d'heure, 20 minutes ou une heure, et c'est annoncé par Q plusieurs heures à l'avance. Alors la preuve quand même la plus spectaculaire, c'est la purge de novembre 2017 en Arabie Saoudite. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas si vous le savez, mais le 5 novembre 2017, il y a une purge, alors présentée comme une purge anticorruption en Arabie Saoudite. Vous avez Mohammed Ben Salman, donc le prince héritier, qui arrête énormément de gens très puissants en Arabie Saoudite, des gens haut placés, des responsables des services de sécurité, des milliardaires, notamment le prince Al-Walid Ben Tawal, les suspendent par les pieds à des crochets dans les sous-sols du Hilton et leur font cracher leur compte en Suisse. C'est en les tabassant jusqu'à ce qu'ils les donnent. Il récupère 500 milliards en 72 heures. Donc pour vous donner une idée de l'ampleur de la chose. Et donc ça, c'est annoncé par Q à l'avance. Alors,
pas dit comme ça, parce que ça serait dangereux, on ne divulgue pas une opération d'une telle importance à l'avance. Mais en fait, Q, et tout est expliqué dans le livre, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que en plus c'est un peu technique, mais en fait, Q structure l'information pour dire il y a quelque chose d'énorme qui va se passer prochainement. Et en fait, tout le monde croit que ça va avoir lieu aux États-Unis. Et en fait, le jour D arrive, il parle de la garde nationale, il parle notamment de Houma. Et en fait, tout le monde croit que ça va se passer aux États-Unis, c'est un vendredi. Le vendredi arrive, rien ne se passe. Donc là, les gens sur ce qu'on appelle les Anons vont aller voir Q et lui dire « Mais en fait, tu nous as raconté des salades, il s'est rien passé. » Et Q dit « Hé les gars, il s'est passé quoi en Arabie Saoudite là? Regardez tout ce que je viens de vous dire depuis quelques jours et appliquez ça à l'Arabie Saoudite. En fait, je viens de vous prédire exactement ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. » Et pour un peu enfoncer le clou, il y a une photo très célèbre, je l'ai reproduite dans les annexes du livre, où quelques jours plus tard, vous allez avoir à bord d'Air Force One Trump qui est assis à son bureau donc dans l'avion présidentiel, et il y a tous ses conseillers autour de lui, et en fait, ils font tous comme ça avec leurs pouces, et en fait, quand vous reliez tous les pouces, et que vous avez le pouce de Trump qui est en bas, ça fait un Q. Le Q, la branche du Q dirige sur un journal qui est sur le bureau de Trump, et la une du journal, c'est « Arrestation en Arabie Saoudite ». Et le nom du fichier, parce qu'il y a aussi ça, le nom du fichier de la photo, le nom du fichier commence par « Do it Q ». Et après, W, mais donc vous voyez, c'est quand même une preuve assez puissante. Et alors oui, il y a quand même quelque chose que j'aurais dû dire avant de commencer d'expliquer quand je parlais de Q, c'est on parle de QAnon, vous avez sûrement entendu parler de ça. En fait, d'où ça vient, QAnon? C'est en fait la source Q et les anonymes sur le forum. Donc en anglais, Anon, Anonymous. En fait, ça a donné QAnon. Mais en fait, quand les médias vous parlent de QAnon, ça n'existe pas. Il n'y a jamais personne, Q n'a jamais dit « je suis QAnon ». Il n'y a jamais personne sur le forum 4chan qui a dit « nous sommes QAnon ». En fait, il y a la communauté des Anons qui analysait Q. Voilà. Et après, j'y reviendrai dans la deuxième partie, il y a eu cette construction qui s'appelait QAnon. Et donc, c'est quand même assez incroyable cette histoire en Arabie Saoudite. Je reviens là-dessus parce que déjà, ça prouve la source Q, quand même sa véracité. Et surtout, ce que dit Q, qui est quand même incroyable, c'est qu'il dit cette opération elle est d'une importance capitale parce que pour la première fois dans l'histoire, il y a le triangle du pouvoir mondialiste qui est en train de tomber. Et il dit le triangle du pouvoir mondialiste, c'est quoi? C'est les Saouds, c'est la famille Saoud en Arabie Saoudite, c'est les Rothschild et c'est Soros. Soros s'occupe de l'opérationnel, donc c'est-à-dire tous les réseaux, Black Lives Matter. Et il dit pour la première fois dans l'histoire, cette phase vient d'être neutralisée. Donc c'est quand même extraordinaire. Et donc ça, on est en 2017. Et en fait, donc Q va continuer. Donc là, on est en octobre 2017 et Q va continuer à poster pendant plusieurs mois jusqu'à la fin de l'année. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que dit Q, parce qu'en plus, tout est dans le livre et il y a trop de choses. Mais en gros, pour vous donner un peu les grandes rubriques, pour vous donner un petit peu les grands thèmes, il parle beaucoup les dessous de la politique américaine. C'est vrai qu'il y a un ancrage très fort de Q sur ce qui se passe aux États-Unis, et il parle notamment beaucoup de la corruption des clans Clinton et Obama, ce qui s'est passé sous Clinton et Obama. Et donc, il y a une citation que je vous donne. Il dit, donc ça c'est le 31 octobre, il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises. Les magiciens et les sorciers ne permettront pas, je cite, à une autre petite merde satanique de contrôler notre pays. Vous devez avoir conscience que Soros, Clinton et Obama sont contrôlés par 3 familles. La 4e a été neutralisée suite à la victoire de Trump. Donc il parle de tout ça, il parle déjà à l'époque de l'affaire Epstein, de l'île d'Epstein. Il dit dans un message, île d'Epstein, qu'est-ce qu'un temple? Parce qu'il y a un temple sur l'île d'Epstein. Que se passe-t-il dans un temple? Qui y est vénéré? Que signifient les symboles? Et combien y a-t-il de niveaux en dessous du temple? Et en effet, si vous regardez les photos, parce qu'on a des photos satellites de l'île d'Epstein, il semblerait qu'il y ait tout un réseau de tunnels sous l'île d'Epstein. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les tunnels? Et pourquoi tous ces tunnels sont reliés au temple? Donc il parle de ça. Au passage, je fais une petite parenthèse, Trump veut faire des grands travaux à Washington, notamment Washington DC. J'ai lu une analyse très intéressante qui dit que Donald Trump est en train de casser la géométrie sacrée et occulte de Washington. Parce qu'en fait, Washington est une ville qui a été construite notamment par un architecte français qui s'appelle Pierre-Charles L'Enfant, qui était un initié franc-maçon. Et en fait, j'ai trouvé un site très intéressant où il y a alors, je ne sais pas si la personne est franc-maçon, mais en tout cas, il est admiratif. Et il dit, c'est extraordinaire, regardez toute la symbolique occulte de l'urbanisme de Washington DC jusqu'au tracé des rues.
Et un autre exemple de ça, c'est le fameux obélisque, vous savez, qui est sur le mall, avec le plan d'eau, et qui se reflète parfaitement dans le plan d'eau. Et ça, c'est un principe occulte, c'est la tablette d'émeraude, c'est ce qui est au-dessus et comme ce qui est en dessous. Donc vous avez le truc qui se reflète parfaitement. Vous avez la même chose à Paris, avec la pyramide du Louvre, qui est comme ça, et vous en avez une autre qui est comme ça en dessous. Petite parenthèse au passage, pour ceux qui ne le savent pas, François Mitterrand a fait la même chose, a fait un urbanisme et une géométrie sacrée occulte dans ses grands travaux à Paris. Vous avez les colonnes du palais de Buren, vous avez la pyramide du Louvre, vous avez l'obélisque de la Concorde, alors ça c'est récent mais c'est aussi un symbole, et vous avez la grande arche de la Défense à la fin. Et tout ça c'est une géométrie occulte qui a, il faut dire les choses, a consacré Paris à des forces occultes et à Satan. Donc il y a un livre qui explique bien ça, alors c'est introuvable en physique, mais vous pouvez le trouver sur Internet, d'Emmanuel Ratier qui s'appelle François Mitterrand, grand architecte de l'univers. Donc vous avez vraiment, en fait, l'idée d'inscrire, vous avez la même chose à Londres, vous avez la même chose dans beaucoup de villes. Donc il y a l'urbanisme, et donc ça c'est le cas à Washington. Donc il y a ça, et vous avez bien sûr les coulisses de cette guerre de l'ombre contre le mondialisme, dont je vous parlais avec cette lutte des services de renseignement. Et il y a notamment un message très important et très célèbre qui dit ceci. Et si la Chine, la Russie et d'autres se coordonnaient avec Trump pour combattre le nouvel ordre mondial. Et c'est intéressant parce que cette phrase, bon, elle est comme ça, on peut dire Q dit ce qu'il veut. Mais ce qui est complètement dingue, c'est que l'année dernière, le 2 octobre 2025, vous avez eu Kirill Dmitriev, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un envoyé spécial de Vladimir Poutine, qui est le PDG du Fonds souverain russe, qui a retweeté ce message de Q. Et il l'a retweeté, je veux dire, texto. Il a fait une capture d'écran de l'archive et il a mis ça sur son scooter. J'ai vérifié 15 fois que c'était pas un compte bidon, que c'était le vrai compte. Et en effet, il a bien posté ça. Donc vous avez quand même quelqu'un qui est dans le premier cercle du pouvoir russe qui retweet « Est-ce que la Russie, la Chine et d'autres se coordonneraient pas avec Trump pour combattre le nouvel ordre mondial ?» Intéressant tout de même. Il y a un film, je fais une petite parenthèse, il y a un film qui donne déjà une piste de ça, qui est sorti dans les années 2000, ça s'appelle « La somme de toutes les peurs ». C'est un film qui raconte comment des services secrets patriotes russes et chinois se battent contre des fascistes mondialistes qui veulent faire exploser une bombe nucléaire aux États-Unis, faire porter le chapeau à la Russie pour que les États-Unis entrent en guerre avec la Russie. 2002. Hein. Je regardais ce film, c'est un film très intéressant, d'autant plus intéressant qu'à la fin du film, alors comme c'est américain, je vous fais un peu un spoiler, mais ça se termine bien, et il y a un air d'opéra qui s'appelle Nessun Dorma, qui est joué à la fin du film dans une séquence un peu clé où en gros les méchants sont punis, et c'est quelque chose qui a été utilisé très souvent par Trump dans sa campagne. L'autre fois, il a reçu Ben Salman à la Maison-Blanche, il a fait jouer ça avant le repas. Donc et Q fait souvent référence dans certains messages à la somme de toutes les peurs. Donc je pense que ce film est une clé de cette coopération de l'ombre entre les services russes patriotes et les services américains russes, et qui date pas de Trump, qui est bien antérieur. Et voilà, et à la fin du film, enfin je vais pas vous raconter la fin, mais à un moment il y a un personnage qui dit restons en contact parce que c'est bien que les gens de bonne volonté se connaissent pour éviter le désastre. Donc voilà, et c'est un Russe qui dit ça à un Américain. Donc voilà, il y a toute cette idée de la guerre de l'ombre. Alors une question que beaucoup de gens, et peut-être que beaucoup d'entre vous se posent ce soir, c'est mais en fait, qui c'est ce fameux Q? C'est qui cette source en fait? Qu'est-ce qu'on sait de cette source? Alors, en fait, on ne sait pas, il n'y a jamais personne qui a dit « Ah oui, en fait, voilà, grande révélation, je suis Q ». Personne ne l'a dit. Il y a eu beaucoup de spéculations. Alors, si vous lisez « Qui est l'identité de Q » sur Google, vous allez avoir tout et n'importe quoi. On va vous dire que c'est Ron Watkins qui était le gars qui gérait le forum 8chan, parce qu'en fait, après, Q est parti de 4chan pour aller sur un autre forum qui s'appelle 8chan, avec le même mode de fonctionnement. Certains vont dire que c'est Paul Ferber, l'auteur du livre, c'est ce que disent les IA. D'autres disent que, voilà, enfin, vous avez plein de théories un peu délirantes. Je pense qu'aucune de ces théories n'est bonne, surtout pas celle qui dit que Paul est l'auteur de Q, parce que pour dire ça, il s'appuie sur une analyse sémantique et sémiologique
Et en fait, ce qui est rigolo, c'est, vous savez, c'est comme avec les études sur le Covid ou l'hydroxychloroquine. Ils disent oui, nous affirmons avec certitude que Paul Ferber est Q parce que nous sommes des spécialistes de l'université. Je me demande si c'est pas de Fribourg d'ailleurs. Et en fait, après, vous regardez tout en bas dans les notes de bas de page. Oui, mais nous reconnaissons qu'il y a quand même un biais dans l'échantillon. Non mais voilà, et c'est du délire, et Paul a répondu ça avec humour dans un des textes. Il a dit, il faudra qu'on m'explique comment moi qui suis informaticien à Johannesburg, qui a un job d'informaticien à temps plein, j'ai réussi à poster H24 pendant 3 mois, à prédire les mouvements du président Trump, à anticiper sur certaines déclarations, et même il y a une fois où Q montre qu'il arrive à espionner le Vatican. Donc Paul dit, j'aimerais bien qu'on m'explique comment j'ai réussi à faire tout ça. Donc voilà. Donc en fait, on ne sait pas. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que c'est probablement des gens du renseignement, probablement de la NSA ou du Secret Service. C'est-à-dire le Secret Service, ce sont les gens qui protègent le président des États-Unis. C'est l'équivalent de la garde présidentielle, enfin du groupement de gendarmerie de la République en France. Parce qu'en fait, dans les messages de Q, vous le verrez si vous lisez le livre, en fait, il y a un conflit, ce qui ressort entre les lignes et en coulisses, c'est un conflit entre la CIA, qui est un élément mondialiste, et la NSA qui serait apparemment aux mains des patriotes. Donc il y a une espèce de guerre entre les services de renseignement. Et dans un message connu, Q dit « Moins de 10 personnes ont la vision d'ensemble. Et parmi ces 10 personnes, seuls 3 sont des civils. » Donc voilà, c'est la parole de Q. Après, il peut raconter ce qu'il veut. Mais alors moi, j'ai fait l'hypothèse, et j'ai pas été le seul d'ailleurs, que parmi ces 3 personnes, il y a probablement Donald Trump, qui n'est pas un militaire, même s'il est Commander-in-Chief, mais il est quand même pas militaire de carrière, donc probablement un, peut-être sa femme Melania, et le 3e, voilà, qui serait l'identité du 3e civil, on ne sait pas, peut-être un haut fonctionnaire ou quelqu'un voilà, qui travaille à haut niveau pour le gouvernement américain. Voilà, donc en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que il y a un degré de sophistication dans l'opération Q qui rend très peu probable le fait que ça soit quelque chose qui a été fait par des civils, ou même, comme on dit certains, un plaisantin qui habite chez sa mère, voilà, et qui fait ça de sa chambre, quoi. Dans le livre, alors c'est pas Q qui le dit, mais Paul donne un témoignage de quelqu'un qui se présente comme membre des services de renseignement, qui dit « Je bosse dans le renseignement, ce que ce gars est en train de faire, vous vous rendez pas compte, mais c'est complètement dingue. » Et il nous donne, parce qu'il y a des fois où Q donne des espèces de codes qui sont incompréhensibles, il dit les codes qu'il utilise, ce sont des codes que nous, on utilise en interne. Donc, il nous prouve que c'est un gars de la maison. Vous le savez pas parce que vous êtes des civils, mais nous, du renseignement et de l'armée, on sait que les codes qu'il utilise, ce sont des codes que nous, on utilise en interne. Donc, il nous prouve sa crédibilité en utilisant ces codes-là. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Alors, ce qui est important pour terminer sur ce point, c'est que, bien sûr, ces divulgations d'informations massives ne sont pas restées sans réaction. Q dit souvent, nous sommes en train d'être attaqués. Donc moi, j'essaye de protéger les échanges, j'essaye de protéger qu'il n'y ait pas des gens qui viennent pourrir les discussions, qui viennent, vous avez saturer le forum, soit pour le faire planter, soit pour noyer la discussion. Ça, c'est une technique que vous connaissez peut-être qui s'appelle le sliding. Par exemple, si vous savez, les forums postent, c'est le dernier message posté qui apparaît en premier. Donc, par exemple, si vous voulez empêcher quelqu'un de lire un message de Q, bah, vous écrivez pipi caca prout, salut les gars, et en fait, vous en écrivez 100 comme ça, et en fait, le message de Q, il est noyé, et puis personne ne le trouve. Donc, il y a des attaques de ce genre qui ont lieu. Et en fait, ça monte en puissance au fur et à mesure, parce que Q commence fin octobre, ça monte en puissance en novembre, il y a l'histoire avec l'Arabie Saoudite début novembre, ça monte, et en fait, on arrive en décembre, et là, la pression est vraiment énorme. Et Paul le raconte très bien dans le livre, il raconte tout ça, parce qu'il le vit au jour le jour. C'est de plus en plus dur de poster sur 4chan. Q dit, on essaye de craquer mon mot de passe, parce qu'en fait, je rentre pas dans les détails techniques, mais pour poster sur 4chan, il faut avoir un identifiant, il faut un mot de passe, ce qui s'appelle ah non, c'est après le trip code. Enfin, il y a tout un back-office, on va dire, technique. Et en fait, Q dit, voilà, on est en train d'essayer de casser ce qu'il y a derrière pour pirater mon compte. Pour que je ne puisse plus vous parler directement ou que quelqu'un se fasse passer pour moi, etc. Et donc, il y a un moment où, en fait, Paul a un peu une espèce d'anticipation. Il se dit, si jamais Q est piraté, il faut que je lui donne un compte de secours. Donc, il va créer un compte sur un autre site qui s'appelle 8chan, et il crée un forum qui laisse comme ça dormir. Et en fait, au bout d'un moment, Q sent que 4chan, ça devient trop dangereux, donc il bascule sur 8chan.
Et en fait, là, alors là, je vous résume ça très vite, mais Paul le raconte vraiment, il y a plusieurs chapitres, c'est vraiment haletant en plus, c'est comme un thriller. Il raconte en fait comment il voit le piratage de Q en direct. C'est-à-dire à un moment, il voit, il y a toute une histoire avec l'administrateur qui lui raconte des salades, qui lui dit qu'il y a un truc sécurisé, enfin voilà. Et en fait, Q dit, bah, je vois le code, ce qui s'appelle un trip code, qui permet d'identifier Q, que c'est bien la source Q, changer. Et là, il dit, moi, en tant que administrateur du forum, je ne peux plus garantir que la personne qui poste est le Q originel. Et là où ça devient intéressant, et c'est ce qui est raconté dans le livre, en fait, tout d'un coup, il y a tout le monde qui se tourne contre lui, qui dit « mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que c'est le vrai, regarde, pourquoi tu affabules, etc. » Et en fait, il y a toute une partie de gens qui vont se tourner contre Paul et l'attaquer et dire de toute façon, t'es juste jaloux qu'on t'ait piqué Q parce que c'était ton forum, etc. Et il y a l'administrateur du forum, donc le fameux Ron Watkins de 8chan qui va dire « non, non, mais n'écoutez pas Paul Ferber ». Enfin, il y a une espèce d'effort coordonné pour dire, en fait, maintenant, n'écoutez plus Paul Ferber, Q est là et c'est le seul vrai Q. Et peut-être là, il y a une psychiatre dans la salle, c'est intéressant parce que vous savez que la première chose que souvent font les manipulateurs, c'est de dire couper tout contact avec l'extérieur. Et en fait, c'est exactement ce que fait ce nouveau Q. Il dit, non, non, aucune communication avec l'extérieur, n'écoutez pas tous ceux qui prétendent parler au nom de Q. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe, alors qu'en fait, on a beaucoup d'exemples de communication de Q avec l'extérieur. Q parle à Paul Ferber, Paul remercie Paul Ferber dans un message, et donc en fait, Paul dit, voilà, il y a un piratage de la source Q. Et alors ça a déclenché, je ne vais pas rentrer dans ce débat, vous savez que le livre, certains le savent, a été très attaqué, parce qu'il y a une thèse qui dit que Q a été piraté, donc il y a des gens qui disent que Paul Ferber ment, il y a des gens qui disent que ce qui vient après, donc c'est là où on va avoir le fameux phénomène QAnon. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce piratage début 2018, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il y a ce piratage début 2018, vous allez avoir comment je pourrais dire, vous allez avoir les médias qui vont s'emparer du sujet, c'est-à-dire que tout le monde va commencer à parler de QAnon, etc., alors qu'avant, ils n'en parlaient pas. Et donc, c'est ce que moi je développe cette thèse dans mon livre, c'est est-ce qu'en fait, il n'y a pas une opération de pirater Q et en même temps de faire connaître ce nouveau Q sous le terme QAnon, ce qui serait une technique standard de manipulation. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait dans les services de renseignement. C'est assez classique. Donc voilà. Donc moi, je vais pas rentrer dans ce débat parce que c'est pas l'objectif, c'est pas de parler de ça. Moi, je vous invite, si le sujet vous intéresse, à lire le livre. Vous aurez tout le récit de Paul Ferber. Que je considère, enfin pour ma part, je le crois de bonne foi. Vous aurez mon analyse liée à mon propre travail sur le mondialisme et sur Q. Et je tiens quand même à préciser une chose qui a jamais été assez soulignée, c'est que Paul Ferber est remercié personnellement par Q. Il y a un message, alors il dit pas Paul Ferber, il dit board owner, donc responsable du forum, mais à l'époque le responsable du forum c'est Paul Ferber, donc c'est lui. Et il dit merci, vous faites un super boulot, bravo, etc. Il y a très peu de gens au monde qui peuvent se targuer d'avoir été remerciés directement par Q. Donc voilà. Donc je vais juste, avant de passer à la dernière partie de cette conférence, je voudrais juste quand même expliquer ce qu'a permis de faire Q. Parce que Q a permis des choses quand même très importantes. Il a permis de diffuser, rappelez-vous, on est en 2017, c'est il y a 8 ans, enfin c'est 9 ans presque maintenant. Donc c'est de diffuser des informations sur le mondialisme au grand public. Je veux dire, aujourd'hui, on a eu quand même beaucoup de réinformations, on a tous les médias alternatifs qui se sont développés depuis l'après-Covid. Je veux dire, quand vous parlez des Rothschild, quand vous parlez du mondialisme, quand vous parlez d'Epstein, il y a quand même des millions de gens aujourd'hui qui sont au courant. Même si c'est encore loin d'être le grand public et la masse. Mais à l'époque, il y a quasiment personne qui ne parle de ça. Des gens qui parlaient d'Epstein, il y avait quasiment personne, de l'île d'Epstein. Je veux dire, donc Q parle de ça. Et si vous voulez, Q est passé d'un sujet où il y avait peut-être 1% des gens qui connaissaient, à 5, 10, 20%. Et j'ai regardé, il y a eu des enquêtes d'opinion qui ont été faites sur le phénomène. Aujourd'hui, vous avez entre 25 et 30% de la population américaine qui dit se reconnaître dans ce que dit Q, c'est-à-dire dans la grille de lecture donnée par Q, avec un pouvoir de l'ombre qui contrôle, qui est au-delà de la gauche ou de la droite républicain-démocrate, avec un projet de nouvel ordre mondial. Je veux dire, c'est énorme. C'est énorme d'avoir cette masse de gens, et ça, c'est en grande partie grâce à Q, et même, il faut être honnête, un petit peu à QAnon, parce que QAnon aussi a contribué à diffuser ces thèses. Ça a permis aussi de faire une chose quand même assez intéressante. On parle beaucoup de démocratie directe, et là, c'est de l'information directe.
C'est passé directement, partons du principe que Q émane des services de renseignement, on est parlé du service de renseignement directement au grand public, sans passer par un influenceur, par un intellectuel, par un parti, par un média. Et moi, ça m'a tout de suite fait tilt quand j'ai vu Q, parce que voilà, le Seigneur fait toujours bien les choses. Dans une autre vie, j'ai travaillé beaucoup sur le numérique, et notamment sur ce que le numérique et la diffusion avec l'Internet au débit allaient permettre dans l'accès direct aux consommateurs. Moi, j'ai fait ça pour la partie business jeux vidéo. Mais en fait, Q fait exactement la même chose pour l'information. C'est-à-dire, il désintermédie, il va directement, entre guillemets, du producteur au consommateur. Et Q le dit d'ailleurs, il dit, mais je crois que vous vous rendez pas compte de ce que je suis en train de vous dire, et il le dit dans le livre, la vision d'ensemble est rare. Avoir cette vision d'ensemble que je suis en train de vous donner, très peu de gens l'ont. Et donc c'est vraiment un raccourci, et moi je le dis vraiment très humblement, Q m'a fait gagner énormément de temps. Moi j'ai pas découvert Q en 2017, j'ai découvert en 2020, au moment où j'ai commencé à vraiment travailler sur le mondialisme. Et en fait, ça m'a donné un accélérateur. Je veux dire, il y a des sujets, j'aurais peut-être passé encore 3-4 ans à les creuser si j'avais pas eu ce coup de projecteur de Q qui m'a dit non, mais intéressez-vous à ça, regardez Soros, regardez les Rothschild, regardez Epstein, regardez qui finance quoi, les réseaux, le trafic d'êtres humains, les pédocriminels, à quoi ça sert, qui finance tout ça, par quel pays ça passe. Et en fait, Q a été un accélérateur pour les gens qui font de la recherche, et surtout que Q, parce qu'on dit Q c'est un gourou, c'est un espèce de maître à penser, pas du tout. Q dit faites vos propres recherches. Moi, je vous donne les pistes, je vous donne le fil, après c'est vous qui tirez sur la pelote. Et même des fois, c'est rigolo, parce que il y a des moments où Q dispute, voire engueule les Anons. Je leur dis, non mais les gars, là, vous pigez rien, là. Là, je vous donne des trucs, moi, je peux pas vous en dire de manière plus évidente, quoi. Connectez, quoi. Et des fois, ils trouvent pas, ils disent, bon, ok, allez, je vous aide. Et ils donnent plus d'infos, etc. Et donc, c'est vraiment fascinant. Et alors... il y a aussi une chose, c'est que les gens disent, ah oui, là vous savez, vous avez peut-être entendu la blague, c'est pas trust the plan, donc trust de plan en français, en bon français. Les gens disent trust de flanc. Ça veut dire, il y a rien qui se passe. En fait, Trump nous promet monts et merveilles, il y a rien qui se passe. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Quand vous observez les choses, il y a plein de choses qui se passent. Il y a notamment, l'année dernière, il y a eu le démantèlement de l'USAID, qui était quand même le bras armé du mondialisme. C'était un truc avec 40 milliards de budget par an, et ça a été démantelé à 83%. Et aujourd'hui, je peux vous dire que quand vous écoutez beaucoup d'officines, ils sont comme ça parce qu'ils ont perdu leur source de financement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train de demander à la Commission européenne et à l'Europe d'aller financer tout ça, parce qu'ils ont perdu leur fonds américain. Donc ça, c'est une conséquence concrète. Aux États-Unis, vous avez la liquidation de tous les réseaux Antifa et des réseaux Soros. Des réseaux Black Lives Matter, des réseaux Antifa. Moi, je me suis dit, il y a un truc qui se passe. C'est, vous savez, en 2022, il y a eu la révocation de l'amendement Roe versus Wade. C'était l'amendement le jugement, pardon, qui protégeait l'avortement au niveau fédéral. Et en fait, ça, quand vous connaissez un peu l'histoire, ça avait toujours été considéré comme une ligne rouge par le mondialisme. C'est-à-dire, en gros, Soros avait dit, on sait que c'est bancal juridiquement, ce truc-là, ça tient pas la route, n'importe quel juge honnête va dire qu'on peut le retoquer. En fait, mais le jour où vous touchez à ça, vous avez une guerre civile aux États-Unis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été retoqué. En fait, il y a eu, il y a 2-3 filles aux cheveux bleus qui ont été criées dans la rue, mais en fait, il s'est rien passé, quoi. Et en fait, et ça, je pense que c'est parce que les réseaux Soros ont été démantelés dès 2020, avec notamment la fraude électorale. Et donc voilà, Trump a envoyé la garde nationale à Portland. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que quand ils ont envoyé la garde nationale dans les villes, vous savez, ils en parlent beaucoup en ce moment de ça. Souvenez-vous d'un des premiers messages de Q que je vous ai lu. Pourquoi la garde nationale a été mobilisée dans plusieurs villes? Et il y a un autre message de Q qui dit d'ailleurs quelles conditions doivent être réunies pour que les antifas soient considérés comme du terrorisme intérieur. Donc vous voyez, ça, Trump a déclaré que les antifas étaient une organisation terroriste en fin d'année dernière. Donc vous voyez, en fait, vous voyez que tout se répond et qu'il y a une espèce de cohérence, étape par étape, on avance. Et plus généralement, il y a aussi une chose importante, et je terminerai sur ça, c'est, peut-être certains d'entre vous ont lu ce document, c'est la nouvelle stratégie de sécurité américaine. Un document qui a été publié, qui fait une 20aine de pages, où il y a écrit noir sur blanc, l'Amérique ne soutient plus le mondialisme, l'Amérique se concentre sur ses intérêts, et
c'est écrit noir sur blanc, ne cherche plus à imposer son modèle aux autres pays, mais travaille avec eux de manière pragmatique en fonction du respect de leur culture et de leur mode de fonctionnement, y compris de leurs institutions politiques. Donc en gros, si vous lisez entre les lignes, c'est le mondialisme, c'est fini, et on va arrêter d'imposer notre modèle à la terre entière. Et on travaillera avec même des États qui sont sur une idéologie qui est différente de la nôtre. Donc ça, et ça vous pouvez le lire, c'est un document qui est en accès public. Là, je vous ai donné ce passage-là, mais il y a énormément de choses qui vont dans ce sens-là. Donc voilà, et d'ailleurs Trump avait dit ça dès son premier mandat dans un discours célèbre à l'ONU, où il avait dit « Le futur n'appartient pas aux mondialistes, il appartient aux patriotes ». Alors ce qui m'amène à la dernière partie de cette conférence, parce que vous savez que c'est un de mes chevaux de bataille, c'est la partie du combat spirituel. Parce que ça, c'est un point qui a été très peu souligné, qui, moi, m'a frappé en tant que croyant et en tant que catholique, c'est les références constantes à la religion chez Q. Et très peu de gens ont souligné ça. Je vous ai lu tout à l'heure un de ses premiers messages, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, quand il dit « Beaucoup de gens qui vous gouvernent vénèrent Satan ». Quand même une déclaration assez forte. Et si on va un peu plus loin donc ça c'est 2017, en 2022, vous avez Vladimir Poutine qui dit à Valdai « L'Occident pratique une religion inversée du satanisme pur et simple ». Donc vous avez Vladimir Poutine qui dit exactement la même chose. Et en plus, tout ça, ces deux déclarations nous renvoient quand même à saint Paul, qui dit nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Donc vous avez quand même une source américaine qui dit, en fait, derrière vos gouvernants, il y a Satan. Vladimir Poutine dit la même chose, et vous avez l'apôtre qui vous dit non, mais c'est pas Macron, c'est pas Soros, c'est derrière, il y a le diable. Donc vous voyez, il y a quand même une référence très concrète. Et en fait, ce qui est frappant, c'est quand je vous invite, et vous verrez d'ailleurs dans le livre, si vous lisez le livre de Paul Ferber qui reprend beaucoup de messages de Q, Q fait des références chrétiennes qui sont omniprésentes. Omniprésentes. Je vous ai lu un message, il dit que Dieu vous bénisse, il dit, alors ça c'est très américain, il prie, il dit gardez-nous dans vos prières, il cite des passages de l'évangile à plusieurs reprises. Il cite même un moment, c'est très frappant parce que c'est quelque chose de catholique. À un moment, il y a quelqu'un, c'est un des premiers messages, dans les 50 premiers, quelqu'un poste la prière à Saint-Michel. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Michel Archange, protège-nous contre les embûches du démon, etc. En fait, ça, c'est une prière catholique. Et en fait, Q répond « Amen, mon frère ». Donc on pourrait imaginer que Q soit plus protestant. Saint-Michel, la prière d'un pape, bon, c'est pas forcément ce il va peut-être dire oui, très bien, mais il dira pas Amen. Donc il y a quand même un assentiment à une prière catholique. Et il cite, vous savez, juste avant la fameuse opération en Arabie Saoudite, donc là où on va dire un peu c'est le coup de lancement de la guerre ouverte contre le mondialisme, parce qu'on a quand même voilà cette face du triangle qui va tomber. Q cite in extenso le psaume 22 qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Donc je veux dire, et il pose juste ça. Après, il pose d'autres choses le même jour, mais je veux dire, c'est un peu, voilà, je me mets sous la protection de Dieu alors qu'on part en guerre contre le mal. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'on l'interprète. Et surtout, je voudrais aller un peu plus loin sur cet aspect spirituel, c'est que, en fait, la démarche de Q est une démarche dans sa philosophie profondément chrétienne. Parce que le mondialisme lui-même, je vous l'ai expliqué au début, c'est une secte. Ça fonctionne avec des initiés, des gens qui ont accès, alors il y a la franc-maçonnerie, c'est le réseau le plus connu, mais il y en a d'autres, il y a plein de sociétés secrètes, il y a même de la super franc-maçonnerie internationale pour les grands de ce monde ou pour certains groupes précis. Et en fait, tout est caché. Vous avez notamment des initiations, c'est-à-dire vous passez par degrés et vous êtes initié à des mystères. Ça, c'est tout le contraire du christianisme. Donc ça, c'est l'ésotérisme. Le christianisme est exotérique, c'est-à-dire que tout est visible. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes franc-maçon, vous passez par des cérémonies secrètes, vous avez le bandeau sur les yeux, vous jurez d'ailleurs sous peine de mort de ne pas révéler ce qu'on vous a expliqué. Ça, c'est une initiation secrète. Le baptême, qui est l'initiation chrétienne, c'est public. Tout le monde le voit. Tout ce qu'il y a dans la Bible, je veux dire, pour être sauvé, il n'y a pas de savoir caché. Vous lisez la Bible, vous suivez le Christ, vous recevez les sacrements, vous êtes sauvé. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de grade je veux dire, dans le christianisme. Le christianisme est exotérique et c'est un salut qui est ouvert à tous. Tout est visible, tout est ouvert. Et donc, en fait, Q, qu'est-ce que fait Q? Il fait la même chose, mais appliquée au renseignement.
C'est-à-dire qu'il part d'un savoir qui était connu d'une petite élite des services secrets de l'armée, et il transmet ce savoir au grand public, et en plus c'est ouvert à tout le monde, puisqu'il suffit juste d'avoir un accès à Internet et à se connecter pour découvrir en fait la vision d'ensemble, que même certains, je suis sûr certains ministres, et même peut-être certains généraux, n'ont pas, en fait. Parce que avoir cette vision d'ensemble de quelqu'un qui est, admettons, au sommet des services secrets américains, qui sont quand même les services secrets parmi les plus puissants au monde, avec une vision globale, et la livrer, en tout cas dans la synthèse, au grand public. Et ça, c'est le contraire d'une gnose, c'est le contraire d'une initiation réservée à un petit cercle d'initiés. C'est la connaissance va être accessible à tout le monde. Et le moyen de vous libérer politiquement va devenir accessible à tout le monde, en tout cas dans l'accès à l'information. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de profondément chrétien dans son inspiration, c'est tout le contraire des mystères et des sociétés secrètes, des cultes à mystères, et c'est vraiment l'écho de ce que dit Saint Luc, ou ce qu'on trouve aussi chez Marc, qui dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur tous les toits. » En fait, Q, c'est ça, c'est tout ce qui est secret est prêché sur tous les toits. Et donc, c'est vraiment, j'ai été vraiment frappé par ça, parce que c'est le message de l'Évangile, enfin une partie du message de l'Évangile appliqué au renseignement, à la guerre de l'information. Et je terminerai cette partie avant de conclure. Ce qu'on appelle, parce que vous savez, Q parle du grand réveil, de Great Awakening. Bah, ça, c'est un moment de grande révélation, et en fait, la traduction du mot apocalypse, c'est la révélation. Donc, on est dans un moment de révélation, et on arrive vers ce moment, justement, de grand réveil, grâce justement à ces révélations. Donc, il y a quelque chose de profondément chrétien dans la manière de procéder de Q, et ça m'a beaucoup interpellé, et cela d'autant plus que c'est quelque chose qui n'a pas été tant souligné que ça par beaucoup de commentateurs qui parlent de Q. Alors, pour conclure, j'espère que cette brève présentation de l'opération Q, cette introduction, vous aura mieux permis de comprendre son importance et l'importance justement de s'y intéresser. Je vous l'avais dit dans l'introduction, moi j'ai été très frappé par le manque d'intérêt sur ce sujet. Alors ça s'explique en partie par la barrière de la langue, parce que Q parlait en anglais, notamment en France. Ça s'explique aussi par la partie, je dirais, un peu technique, parce qu'il faut aller sur 4chan, c'est très lié à la culture Internet. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai traduit le livre de Paul Ferber, parce que c'est un livre qui rend ça très accessible. C'est-à-dire que vous avez vraiment un travail de décryptage, de reprise des messages, d'analyse de chaque message, de restitution dans la chronologie. Moi-même, en tant que traducteur et éditeur, j'ai fait beaucoup de notes de bas de page pour expliquer des choses parce que il y a lié au contexte américain, il y a des acronymes, il y a des références culturelles qui sont pas forcément connues d'un public francophone. Donc j'ai fait vraiment un gros boulot pour que ça soit le plus accessible possible. Et donc, pour terminer, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je considère vraiment que Q est un moment majeur, vraiment même de l'histoire du monde. Je pense que, je dirais, à l'avenir, on considérera peut-être Q comme l'équivalent numérique du débarquement de Normandie. Avec en plus une différence, c'est que les Américains étaient venus pour nous occuper, là je pense que Q est plus venu pour nous libérer. Donc en plus, ça serait plutôt un bon débarquement de Normandie. Et les fruits de Q aussi sont intéressants, parce que vous savez, l'Évangile nous dit, enfin le Christ lui-même nous dit, il faut juger un arbre à ses fruits. Donc quels sont les fruits de l'opération Q? Bah, Q a évité quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire que Q déjà a évité une guerre civile aux États-Unis. Parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte, on sort d'une présidence Obama, on est au sommet du wokisme, des travestis dans les écoles, tout ça va exploser avec Black Lives Matter en 2020. Les États-Unis sont un pays qui est vraiment divisé. C'est-à-dire que vous avez un sud trumpiste, rural, chrétien, avec, on va dire, c'est vraiment les États rouges contre les États bleus, avec les deux côtes, l'Amérique rurale. Et donc, les patriotes américains, voyant ce qui se profile, sont prêts à en découdre. Dire, attendez, si la situation ne s'améliore pas, nous, on prend les armes et on les flingue tous. Parce que je veux dire, on veut, et d'ailleurs, dans le livre de Paul, il y a un passage, alors là encore, on ne peut jamais vérifier si c'est vrai, puisque c'est anonyme, mais il y a quelqu'un qui se présente comme un analyste militaire du renseignement haut placé, qui dit, oui, on a des plans au cas où il y a une guerre civile aux États-Unis. On a modélisé
est-ce que les patriotes vont gagner contre les mondialistes s'il y a une guerre civile? Et il dit la bonne nouvelle, c'est oui, parce qu'on a le contrôle des zones agricoles et on a les armes. Donc on arrivera à chasser on va dire tous les wokistes des villes, etc. On fera le siège, on les affamera. Mais le problème, c'est que si on fait ça, en fait, on va affaiblir les États-Unis et nos rivaux, que sont la Russie, la Chine et d'autres puissances, vont en profiter. Donc nous, notre objectif, c'est de réussir à nous débarrasser du mondialisme avec le moins de dégâts possible pour les États-Unis et le maintien de sa puissance. Donc Q permet de dire aux patriotes, il y a des gens qui s'occupent, on est conscient du problème, gardez vos armes sous le coude parce qu'on peut en avoir besoin en cas de plan B, mais laissez-nous quand même faire le plan A. Donc voilà, et ça, de fait, ça a marché. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je ne reviens pas là-dessus, ça a été de réinformer massivement. Je vous ai dit, il y a 30% des Américains qui aujourd'hui s'identifient à Q, ce qui est énorme. Ça a été le cas en France, c'est le cas dans le monde entier. Il y a des gens du monde entier qui se sont formés sur le mondialisme grâce à Q. C'est mon cas notamment. Et surtout, ça veut dire que Q nous a révélé aussi qu'il y a cette fameuse guerre de l'ombre contre le mondialisme, cette guerre dans les coulisses. Et il y a notamment un message très intéressant où Q dit la désinformation est réelle, les distractions sont nécessaires. Donc ça veut dire qu'il y a faites attention aussi parce que nous on joue aussi de la désinformation pour tromper l'ennemi, c'est-à-dire il y a une guerre de l'information et on va faire des faux trucs pour piéger l'adversaire. Et il dit d'abord l'Arabie Saoudite, ensuite les États-Unis, puis l'Union européenne, l'Asie. Donc si on applique cette grille de lecture, ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons que l'Arabie Saoudite est libérée en 2007 avec cette purge de Ben Salman, que les États-Unis sont en train d'être libérés, notamment durant ce deuxième mandat de Trump. Ça veut dire que la prochaine étape, c'est Union européenne, Asie. Est-ce que c'est pas ça qui expliquerait, entre autres, la fébrilité de nos dirigeants et le fait qu'ils veulent accélérer le programme? Parce qu'ils se rendent compte que Trump est en train de finir le boulot, et il sait qu'une fois que Trump aura fini le boulot aux États-Unis, il va me concentrer toute la puissance des ressources. Vous voyez, c'est comme une fois que vous avez terminé sur un front, vous pouvez mettre toutes vos ressources sur l'autre front, ou un nouveau front. Donc le nouveau front qui va peut-être s'ouvrir, ça va peut-être être l'Europe. Et c'est peut-être pour ça qu'il commence à vouloir accélérer et aller à être prêt avant qu'ils se prennent le choc dans la tronche. Donc, alors une chose aussi importante, c'est, je vous citais tout à l'heure, la stratégie nationale de sécurité américaine. Il y a un passage que j'ai noté qui est quand même important. Il y a écrit noir sur blanc, nous voulons aider l'Europe à retrouver une confiance en elle civilisationnelle. C'est d'un intérêt, j'ai écrit, un intérêt critique et vital pour les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis considèrent que la protection de la civilisation européenne, en gros pour simplifier du wokisme et du mondialisme, c'est d'un intérêt critique et vital pour les États-Unis. Et ils disent un peu plus loin, nous devons absolument empêcher la déstabilisation de l'Europe dans le cadre d'un conflit ouvert avec la Russie. Donc ça veut dire entre les lignes que les Américains ne laisseront jamais éclater une guerre ouverte entre les puissances européennes et la Russie. En tout cas, ils feront tout pour pas que ça se produise. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors des fois, peut-être que j'anticipe sur certaines questions, des gens disent « Oui, mais attendez, vous êtes en train de nous présenter les États-Unis et Trump comme un sauveur, il faut quand même pas exagérer. » Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense que, pour que les choses soient claires, il y a un ennemi global, qui est le mondialisme. Le mondialisme, il avait un projet pour la Terre entière, c'est-à-dire qu'il voulait aussi bien asservir les Américains que les Russes, que les Chinois, que les Français, que les Polonais, qui vous voulez. C'est une mafia transnationale, qui n'a pas d'allégeance. Et la seule allégeance, elle est à elle-même. Donc les grandes puissances, que ce soit la Russie, la Chine, les États-Unis, sont déjà les premières concernées, puisqu'elles n'ont pas envie de partager cette puissance avec cette puissance transnationale. Elles ont compris comment cette puissance leur a fait du tort par le passé, donc ils veulent s'en débarrasser. Et en faisant ça, je dirais, ils affaiblissent notre ennemi. Et eux ont les moyens de le faire, parce que quand vous connaissez les moyens de l'armée américaine ou des services de renseignement russes ou même des Chinois, ils ont des moyens qui sont même au-delà des moyens des Français ou même des Suisses. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que ces grandes puissances portent des coups à notre ennemi qu'on ne serait pas capable de porter nous-mêmes avec nos petits bras. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de desserrer un étau, mais après, il faut être clair, je veux dire, eux, ils vont défendre leurs propres intérêts. Je vais vous donner un exemple très concret. Les États-Unis, ils ont un gros problème qu'ils doivent gérer, c'est qu'ils vont avoir l'effondrement du dollar. Enfin, c'est-à-dire que le dollar, tôt ou tard, va être terminé comme monnaie de réserve mondiale. Vous allez avoir la concurrence d'ailleurs des BRICS qui émergent. Donc les États-Unis,
leur priorité, c'est d'essayer d'amortir leur déclin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont vécu pendant... Quand je parlais de De Gaulle qui parlait du privilège exorbitant du dollar, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les États-Unis finançaient leur déficit aux dépens du monde entier. C'est-à-dire que c'est le monde entier qui finançait la consommation des Américains. Le dollar, ça servait à ça. Là, ça va être terminé. Donc les Américains, ils veulent soutenir leur niveau de vie. Trump, lui, il sait que pour être réélu et pour rentrer dans l'histoire comme un grand président, il faut qu'il défende le pouvoir d'achat des Américains. Si en faisant ça, ils poussent l'Europe à leur acheter du gaz, qui nous pique nos fleurons industriels, qui fait passer ça, il le fait. Je veux dire, c'est de bonne guerre. Les Chinois, pareil, si les Chinois attaquent le mondialisme, mais eux, ils veulent les routes de la soie, et que les routes de la soie, ça passe par racheter des terres agricoles en France pour être sûr que les Chinois aient du blé et du poulet, je veux dire, ils le feront. Donc, il faut pas être naïf par rapport à ça. C'est-à-dire que, certes, ils nous aident, voilà, ils attaquent notre ennemi, mais il faut pas penser qu'ils vont nous sauver et qu'ils ont nos intérêts à cœur. Les Russes défendent les intérêts des Russes, les Américains des Américains, et si nous, Français ou Suisses ou autres, on ne défend pas notre propre intérêt et que nous n'avons pas des élites patriotes comme l'avait fait De Gaulle, qui essayent de dire « mais attendez, moi je défends les intérêts de la France, nous aussi on a été lésés par le mondialisme, nous aussi on a combattu le mondialisme, donc on va aussi négocier aussi certaines choses », en fait, on ne sera pas respecté et ils vont nous bouffer, ça c'est clair. Et c'est d'ailleurs, oui, c'est déjà en cours. Donc, parce que, en fait, le problème qu'on a dans nos pays, c'est que on a des élites qui sont des traites, qui sont encore des élites vouées au mondialisme, et on n'a pas encore des élites patriotes qui sont en place, qui pourraient justement défendre notre intérêt à ce moment crucial, au moment de la négo. Donc, vous voyez, on est dans cette situation critique, et ce qui m'amène à la conclusion de cette conférence. C'est pour ça que c'est important déjà de faire ce travail d'éveil de la population, ce que vous faites avec Temisia Gioia, ces conférences, et avec cette nouvelle élite en fait que vous essayez de faire un peu sortir, d'avoir une élite patriote qui émerge, qui connaît les enjeux, qui connaît les dossiers, et qui va pouvoir se battre aussi bien en France qu'en Suisse. Et ensuite, ça peut ouvrir la discussion et peut-être faire le pont aussi avec la prochaine conférence que vous allez avoir sur l'avenir de la Suisse. C'est une fois qu'on est débarrassé du mondialisme, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais peut-être un peu choquer mes amis suisses, mais il faut quand même avoir conscience que, puisque je suis en Suisse, du rôle de la Suisse dans le plan mondialiste. La Suisse, c'est le bastion, c'est la forteresse du mondialisme. Ça, c'est très important d'en avoir conscience. La Suisse, vous savez que la Suisse a été pendant très longtemps un pays très pauvre. Il y a beaucoup de gens, notamment dans le nord de la France, moi je viens de l'Est, j'ai de la famille aussi dans le nord, beaucoup de Suisses sont partis, par exemple du canton de Neuchâtel, je connais des gens qui sont partis pour aller travailler dans les mines. Pendant des siècles, les Suisses étaient des mercenaires qui allaient dans toute l'Europe parce que la Suisse était très pauvre, et en fait la Suisse est devenue riche à partir, on va dire, du 19e siècle, parce qu'en fait elle a été identifiée comme ce bastion pour le mondialisme. C'est-à-dire qu'il va y avoir toutes les institutions qui vont aller s'installer là-bas, à Genève notamment. Les institutions, ça commence déjà avec la Société des Nations au début du XXe siècle, après la guerre mondiale. Vous allez avoir toutes les institutions supranationales. Vous allez avoir les grandes entreprises qui vont s'installer, leurs sièges, les grandes entreprises notamment pharmaceutiques. Vous allez avoir la BRI à Bâle. Bâle et Genève, ce sont les deux grands pôles du mondialisme. En Suisse et même dans le monde d'ailleurs. Donc, en fait, pourquoi la Suisse, notamment, est aussi riche, aussi prospère, aussi sûre? C'est parce que les mondialistes sont là et ils veulent un pays qui est bien pour eux, où ils vont pas être embêtés. Donc, la question qui va se poser, c'est une fois que vous allez vous débarrasser du mondialisme, quel sera le projet pour la Suisse? Vous voulez plus être la réserve, la forteresse du mondialisme. Qu'est-ce que vous allez être? Qu'est-ce que vous allez défendre? Qu'est-ce que c'est la Suisse? Et ça, moi, je peux pas répondre à votre place. C'est au peuple suisse et aux Suisses de réfléchir à qu'est-ce que vous allez être. Et ça, je pense, c'est et d'ailleurs, la question se pose pour la France. Hein. Moi, ça, je vais pas rentrer dans ce détail, mais la France, elle s'est construite, la France des 2 siècles et demi passés, elle s'est construite avec le projet révolutionnaire des Lumières. Là, on se rend compte que les Lumières, ça marche pas et que ça conduit à la mort, à la destruction. Donc, la France, alors moi, la solution que je propose, c'est que la France doit revenir au projet catholique et au projet de cité catholique. Donc, et ça, je peux vous dire que dans une France qui est complètement marquée par l'idéologie des Lumières et par la modernité au sens philosophique du terme, c'est pas gagné. Et je pense que c'est probablement la même chose en Suisse aussi. Donc voilà, donc ce que je peux vous dire en tout cas, on va certainement pas, je pense pas répondre à ces questions de fond ce soir, mais ce que je peux vous dire, c'est que avec ce qu'a fait l'opération Q,
ça nous a donné des outils, ça nous a donné des moyens de nous emparer, de nous reprendre, de retrouver notre souveraineté sur ces grands enjeux politiques. Et j'espère aussi que je vous ai expliqué aussi cet aspect spirituel extrêmement important. Et je pense qu'au milieu de toutes ces difficultés, il y a une chose sur laquelle on peut s'appuyer. Cette chose, c'est le Christ. Le Christ nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Eh bien, je souhaite qu'en cette année 2026, nous suivons la vérité, la vie, et que nous nous battions sur ce chemin. Je vous remercie. Nous, journalistes indépendants, prenons aujourd'hui des risques pour continuer à vous proposer une information libre au service des citoyens, de la diversité des opinions et de la liberté de penser par soi-même. Si ce travail vous semble essentiel, merci de soutenir mon média en ligne, Planète Vagabonde Média, en parallèle à cette chaîne gratuite, en souscrivant un abonnement annuel pour 97 francs par an seulement. Vos soutiens est une bouffée d'oxygène dans un monde où il en manque de plus en plus. Alors, merci d'avance.